Bonjour tout le monde. Donc, au nom de mes co-présentatrices Pascaline, Chantal et toute notre équipe de recherche, il me fait plaisir de commencer cette présentation avec une mise en contexte. Donc, premièrement, on aimerait remercier le CRIR et le programme Nouvelles Initiatives pour la subvention pour ce projet, ainsi que les directions de rattachement des coordonnateurs de recherche clinique dans nos établissements et tous les coordonnateurs de recherche clinique qui ont fait partie de la conception et de l'exécution du projet. Donc, je vais faire une petite mise en contexte très rapide et je vais passer la parole à mes collègues pour vous parler du projet, des détails de la méthodologie et des résultats. Donc, en 2011, les initiatives d'appropriation des connaissances sont peu nombreuses et moins coordonnées intra- et interétablissements au sein du CRIR. Les mandats de la table en partage et gestion des connaissances étaient entre autres de dresser un portrait des activités et des ressources de diffusion des connaissances et de procéder à une analyse qualitative des activités d'appropriation des connaissances afin de définir une vision commune et des actions entre les établissements en partage et en gestion des connaissances. Donc, en 2015, le réseau de la santé au Québec a connu une restructuration majeure avec l'entrée en vigueur de la loi 10, modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé des services sociaux. À cet effet, les établissements associés partenaires au CRIR se retrouvent dans plusieurs CIS et CIUS, répondant à des caractéristiques particulières et faisant face à des facteurs contextuels qui peuvent être propres ou partagés. Un des mécanismes de liaison du CRIR avec les établissements associés partenaires se fait par l'entremise des coordonnateurs de recherche clinique. En effet, les CRC sont des acteurs clés dans le partenariat entre la recherche et la pratique clinique. Leur rôle est de soutenir les collaborations entre les deux groupes et voir au maillage entre la recherche et la pratique. Donc, les CRC sont reconnus dans la création des liens entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs. Mais avec tous les changements qu'il y a eu au sein, après la loi 10 et avec les établissements du CRIR, on s'est intéressé à explorer le rôle et les perceptions de nos coordonnateurs de recherche clinique au niveau de leurs activités, leur participation aux activités de transfert de connaissances. Donc, les objectifs du projet était de voir les activités, de mieux comprendre les activités de transfert des connaissances réalisées ou soutenues par nos CRC au sein des différents établissements partenaires du CRIR depuis la restructuration du réseau, puis de voir spécifiquement les acteurs impliqués, le rôle de ceux-ci à chaque palier, structure de soutien et comité, de mieux comprendre les mécanismes utilisés par les CRC pour planifier, organiser et soutenir les activités de transfert de connaissances, et finalement, de comprendre les barrières et les facteurs facilitant le développement et l'accompagnement des activités de transfert des connaissances par nos CRC au sein de tous les établissements et de voir aussi quelles seraient les potentielles pistes de solutions pour soutenir les activités de nos CRC au niveau du transfert des connaissances. Donc, je passe la parole maintenant à Pascaline qui va vous parler de notre méthodologie. Il faudra activer ton micro, Pascaline. Désolé. Ça va aller mieux. Non, c'est toujours pas actif. C'est toujours... Ah, voilà. Alors, le devis de recherche qui a été retenu dans le cadre de ce projet de recherche, donc, c'était une étude d'action recherche participative avec les CRC qui ont contribué à la conception et au développement du protocole de recherche, mais également qui étaient participants au projet de recherche. Donc, c'est un devis mixte séquentiel explicatif, quantique-Ali,
Et il y a 2 approches de collecte de données qui ont été définies dans le cadre du projet. Il y a des données quantitatives par le biais d'un questionnaire auto-administré qui nous ont permis de pouvoir colliger les données pour répondre aux objectifs 1 et 2, donc sur la cartographie des activités et les mécanismes pour réaliser ces activités-là. L'analyse des données nous ont aidés dans le montage du guide d'entrevue. Donc, il y a eu une intégration au niveau des données quantitatives et puis les données qualitatives. Un focus group a été organisé avec l'ensemble des CRC, des différents établissements partenaires du CRIR. Et au cours du groupe d'entrevue, nous avons pu répondre à l'objectif 3. Et finalement, une analyse de contenu a été menée. Une triangulation des données quantitatives et qualitatives a été réalisée, donc nous vous présenterons les résultats dans les prochaines diapositives. Alors, voici la présentation de quelques données sociodémographiques choisies. En général, le statut de CRC, c'est un rôle principalement féminin, donc 8 CRC sur 9 sont de sexe ou de genre féminin. Comme autre résultat, ce sont des personnes âgées majoritairement de plus de 36 ans qui ont minimalement un diplôme universitaire, mais très varié parce qu'on observe en même temps des participants qui viennent du domaine biomédical et puis certains qui viennent du domaine social. Donc, concomitamment, nous avons des CRC qui ont un profil plus anthropologie, travail social, et on a d'autres personnes qui avaient un profil plus en épidémiologie et biostatistique. Parmi ces participants, on en avait environ 4 qui viennent du domaine de la réadaptation et qui sont affiliés à un ordre professionnel. La majorité des CRC ont un poste appelé APPR, donc agent de planification de programmation de recherche. 7 d'entre eux ont un poste permanent et 6 travaillent en moyenne plus de 28 heures par semaine. Donc, la description des tâches est disponible et pourrait être partagée au besoin. Alors, comment est-ce que les CRC perçoivent leur rôle et leurs fonctions en termes d'activités de recherche et principalement en termes d'activités de transfert de connaissances? Donc, les éléments qui sont ressortis, c'est que les CRC se qualifient un peu comme des éléments de transmission ou bien des agents de liaison entre le milieu de la recherche et le milieu clinique. C'est perçu comme des médiateurs, des traducteurs, de courroies de transmission. Et il faisait le lien entre 2 différentes cultures pour mieux comprendre c'était quoi les besoins et puis les priorités, et toujours dans une perspective de trouver un consensus, d'où le synonyme ou bien la terminologie de médiateur. Dans leur rôle, les CRC se sentent complètement autonomes dans leurs tâches, pour la grande majorité respectés, compétents, valorisés aussi, confiants et surtout, les CRC aiment beaucoup leur travail. L'importance et la nature de l'investissement des CRC dans les activités d'application des connaissances étaient variables et dépendaient de plusieurs éléments. Par exemple, en fonction de la nature de l'établissement. Si c'était un institut, si c'était un établissement du réseau de la santé avec un mandat universitaire ou non. C'était aussi variable en fonction de la direction d'affiliation ou bien des rattachements du coordinateur de recherche clinique, parce qu'il y en avait certains qui étaient reliés à la direction des activités universitaires. Pour d'autres, c'était la direction de l'enseignement universitaire, de la recherche, et pour certains, c'était la direction, même la direction clinique aussi, dont l'ADP, en déficience physique. Le rôle aussi et les fonctions des CRC étaient variables selon les autres directions des liaisons avec lesquelles les CRC communiquaient. C'est par exemple le cas de la direction des services professionnels ou la direction qualité aussi dans certains cas. On avait des facteurs aussi très, très personnels, donc le profil professionnel de la CRC ou du CRC, donc sa formation d'origine, son expérience dans ce rôle-là, puis son expérience, sa connaissance du réseau de la santé.
C'était aussi variable en fonction des ressources disponibles, aussi bien internes qu'externes, et la cohérence des priorités entre le milieu clinique, le milieu de la recherche et dans certains cas, avec le mandat de la mission universitaire. Nous vous présentons ici la cartographie des activités d'animation scientifique. Cette cartographie, on a eu quand même un peu un gros défi à pouvoir le situer dans l'ensemble des activités de recherche que les CRC menaient, parce qu'il fallait aller regarder parmi la variabilité, toute la pléthore des activités menées par les CRC, lesquelles étaient appelées ou bien avaient la terminologie d'activités d'animation scientifique. Donc, nous voyons, il y avait des activités de diffusion de connaissances à travers, par exemple, un calendrier d'animation des activités scientifiques, régulier ou pas, selon les sites. Il y a la vulgarisation des connaissances dans le cadre à travers les médias sociaux, donc le bulletin électronique, les pages web. Nous avons le suivi et l'avancement des projets de recherche, la collaboration entre le milieu clinique et le milieu de la recherche, mais également la collaboration uniquement à l'intérieur du milieu clinique avec les cliniciens, mais également les gestionnaires. En bout de ligne, donc, c'est de pouvoir faire une promotion de la culture de la recherche et puis le maillage au niveau clinico-recherche dont on parlait précédemment. Alors, je passe la parole à Chantal. Nous avons exploré également les différents mécanismes qui sont utilisés par les CRC dans l'optimisation des activités de transfert de connaissances. On a eu différents mécanismes en fait, qui viennent favoriser l'application des connaissances, entre autres avoir un environnement réceptif et des comités qui permettent de discuter de l'application des connaissances et des activités qui peuvent être mises en place. Les tables de concertation des CRC, qui sont des espaces où les CRC peuvent discuter ensemble des différentes activités qu'ils souhaitent mettre en place et se coordonner davantage. Le partage de calendrier des activités d'application des connaissances, entre autres par l'entremise du CRIR, qui est un outil utilisé, ainsi que le partage, l'identification de publics cibles qui parfois sont transversales à travers les CIS et les CIUS, et l'identification de différents médiums pour tenir des activités, que ce soit des conférences ou des congrès ou des symposiums. Donc, ce sont différents outils qui sont mis en place par les CRC pour assurer que les données probantes soient partagées entre les chercheurs, les membres du CRIR et aussi avec les équipes cliniques avec lesquelles ils travaillent. Dans l'ensemble de leurs fonctions reliées à l'application des connaissances, les CRC auront davantage de communication avec les équipes cliniques et les gestionnaires de ces équipes, parce qu'une activité, c'est un public cible et aussi un partenaire important quand on cherche à intégrer les données probantes dans les pratiques cliniques. Ils auront à s'entretenir également avec les chercheurs afin de définir l'ensemble des activités. Entre CRC, assistants et coordonnateurs de projet pour coordonner l'ensemble de ces activités, les directeurs du CRIR ou bien de leur mission universitaire et les étudiants, ainsi que les usagers. Différents acteurs vont avoir un impact dans la définition de l'orientation de ces activités et des fonctions des CRC dans la mise en place de ces activités. Il y a entre autres les chercheurs, les autres CRC, comme je présentais tout juste avant, il y a une certaine coordination entre les CRC en ce qui concerne les activités, les gestionnaires de leur mission universitaire, ainsi que les gestionnaires de la réadaptation également.
Dans l'ensemble de leurs tâches, certaines tâches vont sembler plus importantes ou moins importantes et certaines vont demander plus de temps ou moins de temps. Et il n'y a pas toujours une équivalence entre l'importance et le temps investi dans chacune de ces activités-là. Les tâches les plus importantes aux yeux des CRC sont de soutenir les activités favorisant l'échange entre les chercheurs, les intervenants, les équipes et les gestionnaires, de travailler en proximité avec les intervenants et les équipes cliniques et de faciliter un processus d'évaluation de la convenance des projets de recherche. On peut se demander en quoi l'évaluation de la convenance a un lien avec l'application des connaissances. Il faut réfléchir donc à l'application des connaissances dans un processus itératif. Dans ce cas-ci, si on pense à l'application des connaissances dès le départ, dès l'implantation d'un projet de recherche, l'application des connaissances est donc favorisée. Donc, c'est pour ça que la convenance ici a un rôle à jouer. Les tâches qui toutefois prennent plus de temps est la convenance, d'ailleurs, qui demande une certaine négociation avec les gestionnaires et les équipes. Offrir un soutien pour la gestion des projets, organiser des conférences scientifiques qui demandent un certain temps et maintenir une base de données à jour sur les projets. À partir de cette base de données sur l'ensemble des projets qui sont implantés dans les différents sites, les CRC viennent à identifier les projets qui préfèrent l'objet d'activités d'application des connaissances. Donc, ces bases de données ont une fonction au-delà de la simple gestion logistique de l'implantation d'un projet. Dans leurs fonctions relatives à l'application des connaissances, les CRC font face à certaines barrières, entre autres l'absence d'une vision commune à travers les sites et à l'intérieur même de leur site, selon les différents acteurs avec lesquels ils ont à interagir, confusion quant à leur rôle en tant que CRC, confusion selon la perception des chercheurs, des cliniciens au temps du CRIR, et aussi une absence de vision commune sur l'application des connaissances, un pan CRIR, si je peux dire. Il y a des barrières organisationnelles et stratégiques sur le plan clinique, entre autres une certaine hiérarchisation dans les investissements cliniques. Par exemple, je pense à la libération de cliniciens pour participer à des activités. Il faut passer par les gestionnaires. Il y a une certaine iniquité dans les littératies scientifiques également, dans le sens où certaines équipes sont plus investies dans l'application des connaissances ou dans les activités d'application des connaissances que d'autres, certaines équipes cliniques. Et aussi les ressources limitées autant sur le plan des CRC qu'au niveau des équipes cliniques pour qu'ils puissent s'investir dans de telles activités. Il y a un besoin d'arrimage des besoins entre la recherche et la clinique. On le sait, il y a certains sujets qui sont plus populaires parce que tout simplement, il y a du financement disponible, mais ce n'est pas nécessairement une priorité, par exemple, sur le terrain. Donc, parfois, il y a certaines incohérences de ce côté-là. Le rythme de la recherche et le rythme de la clinique est différent. Le rythme de la recherche est un peu plus lent, alors que celui de la clinique demande peut-être des réponses plus rapidement. Donc, ça amène des délais, des incohérences, pas nécessairement des incohérences, mais certains besoins d'arrimage dans ce cas-ci. Et il y a certaines barrières structurelles qui sont importantes, par exemple le manque de soutien administratif pour tout ce qui est, par exemple, la logistique dans l'organisation d'événements de plus grande envergure. Certains facilitateurs ont été identifiés par les CRC, entre autres la proximité et la confiance des CRC, que les chercheurs, les équipes cliniques, les gestionnaires ont envers les CRC. Et cette possibilité de travailler en réseau, en CRC, en proximité avec les chercheurs et les équipes cliniques sont très aidants quand vient le temps de mettre en place des activités. Certains mécanismes de soutien managérial, je pense entre autres, encore une fois, à la libération des cliniciens, peut être très aidant pour développer des activités et assurer une application des connaissances. Et aussi le soutien des différentes parties prenantes. Quand il y a un arrimage entre les différentes parties prenantes, ça devient facilitant. Et un soutien administratif, bien sûr, et des cibles claires. Est-ce que devrait-on développer davantage d'activités en profondeur où il y a un soutien jusqu'à l'intégration et l'implantation de nouvelles pratiques ou faire un nombre plus important de conférences mais plus passive, où il y a seulement une dissémination des résultats. Donc, avoir des cibles claires aide à l'organisation des activités.
Et quand il y a motivation et l'intérêt de la part des chercheurs, des cliniciens à travailler ensemble pour faire ces activités, ça devient très aidant. Et quand les équipes ont certaines connaissances, les équipes cliniques ont une connaissance des processus de recherche et que les CRC ont les compétences pour soutenir les équipes et les chercheurs dans l'application des connaissances, le processus devient beaucoup plus fluide. Pour terminer ma partie, les CRC ont identifié certaines stratégies qui permettraient d'améliorer l'application des connaissances, entre autres des formations pertinentes pour qu'ils soient outillés afin de soutenir que ce soit les chercheurs ou les équipes cliniques dans ce processus. La mise en place d'une planification commune et la mise en commun des activités pour être aidant, ainsi qu'une meilleure harmonisation des rôles de CRC en ce qui a trait à l'application des connaissances et aussi une promotion du CRC comme aidant dans ces mécanismes-là pourrait faciliter donc la possibilité de s'investir davantage dans l'application des connaissances. Merci Chantal. En termes de discussion, nous avons prévu une slide à cet effet. Donc, ce projet de recherche, c'est une première étude autour de cette problématique avec comme participants les CRC au niveau du CRIR. Et dans la littérature, on s'est rendu compte que la terminologie était très, pour ne pas dire pas du tout utilisée en réadaptation. Donc, le rôle de coordonnateur de recherche était beaucoup plus utilisé dans le domaine pharma, donc pharmacologique, pharmaceutique, je dirais, plus pour les essais cliniques. En termes, pour ce qui est de la perception de leur rôle, fonction en application de connaissances, le rôle des CRC va s'assimiler au rôle des personnes identifiées comme des courtiers de connaissances, agents de changement, facilitateurs dans la littérature, mais j'aimerais quand même préciser que les CRC, dans leur rôle et fonctions, ne sont pas des courtiers de connaissances parce qu'ils ne remplissent pas complètement toutes les exigences et les compétences d'un courtier de connaissances. Mais il y a quand même un chevauchement au niveau de leur rôle et fonctions en termes d'application de connaissances. Leur rôle est complexe et requiert des habiletés de plusieurs ordres, aussi bien personnelles que professionnelles, en termes de motivation, et ce sont des personnes motivées, en termes interpersonnels aussi, et au niveau de la communication. On se rend bien compte à la fin de ce projet de recherche que les activités d'application de connaissances ont une place considérable parmi leurs responsabilités et est très variable d'un site à un autre. Quoi qu'il y a des éléments communs, il y a une certaine homogénéité, mais il y a des spécificités contextuelles qui influencent les activités d'application des connaissances dans chacun des sites et peut dépendre également de la direction d'affiliation. Il y a plusieurs barrières et facilitateurs qui ont été identifiés en lien avec le milieu clinique, le milieu de la recherche. Ce qui était majeur, qui revenait aussi bien sur le plan quantitatif et qualitatif, c'était la méconnaissance des rôles et des fonctions des CRC par les diverses parties prenantes, donc aussi bien du côté clinique qu'au niveau du côté de la recherche. Il y a quelques limites qui ont été identifiées dans le cadre de ce projet. C'est que c'est un peu plus difficile de comparer nos résultats avec les données dans la littérature, compte tenu du modèle unique du statut de coordonnateur de recherche clinique au sein du CRI. Nous n'avons pas utilisé un modèle conceptuel pour l'analyse de nos résultats. L'analyse n'était pas complètement à l'aveugle, mais on a essayé quand même de pouvoir conserver une certaine distanciation et une certaine neutralité. L'avantage, c'est qu'il y a quand même presque la majorité des CRC qui ont participé au projet de recherche, ce qui nous permet d'avoir une vision très globale, un beau portrait de c'est quoi leurs activités en recherche, mais également dans le cadre des activités d'animation scientifique. Alors, en conclusion, nous dirons qu'on note une variabilité de l'implication des CRC dans les activités de connaissance en fonction des éléments qui ont été mentionnés auparavant. Les stratégies pour améliorer le rôle des CRC et leur implication peuvent être intéressantes, notamment la formation, par exemple, avec l'utilisation des médias sociaux en termes d'outils pour pouvoir
davantage mener ou bien réaliser des activités d'animation scientifique. Nos résultats peuvent soutenir la rédaction du plan de développement du CRI. Et puis, ce serait avantageux de mettre en valeur ce rôle unique en réadaptation, étant donné les retombées qui ont été identifiées précédemment. Puis, peut-être une prochaine étape serait de voir quelle est la perception de nos partenaires concernant leur satisfaction par rapport au rôle des CRC au sein du CRI. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup.